Durant tout le 19e siècle, l'économie du Haut-Canada repose en grande partie sur l'agriculture, l'exploitation de la forêt et l'industrie des mines. Les Canadiens français du Bas-Canada débordent à l'intérieur des limites du Haut-Canada par la rivière des Outaouais et le Saint-Laurent. Ils s'adonnent à l'industrie forestière et à l'agriculture dans les comtés avoisinants de Prescott, de Russell, de Glengarry et de Stormont. Un bon nombre d'entre eux poussent jusqu'au comté de Kent et d'Essex, attirés par la culture des fruits et des légumes. La construction des chemins de fer, quelques années plus tard, permet aux Canadiens français du Québec de prendre une part active dans les industries minières et forestières du nord de l'Ontario. La poussée s'effectue d'abord vers l'ouest, Pembroke, North Bay, Sudbury, en suivant la ligne du Canadien Pacifique, puis vers le nord, Ellesbury, Timmins, Cochrane, Kapuskasing-Hearst, Long-Lac, avec le Canadien national. La vie des premiers colons du Haut-Canada s'organise autour de l'Église et de l'école. Il n'en est pas autrement pour les 107 000 Canadiens français, dont près de 25 000 dans les comtés de Prescott et de Russell. John Strahan, évêque anglican, et François de Charbonnel, prélat catholique, tiennent l'un et l'autre aux écoles qui respectent leurs croyances religieuses. Egerton Ryerson tranche la question scolaire en instituant les écoles neutres. On les appelle écoles communes au palier élémentaire et les grammar schools au niveau secondaire. L'établissement d'une école dissidente anglicane ou catholique sera autorisé dans certaines circonstances. Ce n'est qu'en 1863 que les catholiques obtiennent l'établissement légal des écoles séparées, et ce, grâce aux efforts de R.W. Scott. Pour ce qui est de la langue d'enseignement dans les écoles, la correspondance de Ryerson est claire. Le français est permis. Il est cependant malheureux qu'en 1867, les pères de la Confédération, John A. Macdonald, Georges-Étienne Cartier et les autres, n'aient pas jugé bon d'y inclure l'usage du français dans les écoles aux articles 93 et 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. La première rébellion des Métis sous Louis Riel signale le début de ces luttes. Le gouvernement provisoire de Louis Riel ordonne l'exécution de Thomas Scott. Monseigneur Taché rétablit la paix au Manitoba. Cependant, les orangistes de l'Ontario n'oublient pas l'exécution de l'un des leurs. Finalement, après une deuxième rébellion des Métis, un jury anglophone condamne Louis Riel à la pendaison en 1885. Les anglophones identifient les Canadiens français de l'Ontario aux Canadiens français du Québec, qui, eux, penchent du côté des droits des Métis opprimés. Cependant, le germe le plus coriace des luttes à venir est sans contredit l'abolition des écoles séparées du Manitoba et de l'usage du français dans les écoles de cette même province par le gouvernement Greenway. La Cour suprême du Canada statue en faveur des écoles séparées, mais Wilfrid Laurier refuse de recourir à la loi réparatrice prévue en cas de violation des droits scolaires et linguistiques. Le pape Léon XIII conseille aux catholiques de faire preuve de modération. Les catholiques acceptent le compromis Laurier-Greenway d'ouvrir des écoles à leurs frais, tout en continuant de payer les taxes exigées pour soutenir les écoles publiques. Le chemin est donc tout tracé pour que l'Ontario fasse de même. Une autre indication des luttes ethniques à venir se retrouve chez les Irlandais catholiques qui veulent prendre le contrôle de la province ecclésiastique d'Ottawa malgré la supériorité numérique des Canadiens français catholiques. Monseigneur Guigues, premier évêque d'Ottawa, temporise en se pliant volontiers à toutes les demandes du clergé irlandais. C'est Monseigneur Duhamel qui devra contrecarrer les attaques de Monseigneur John Lynch de Toronto. Ce dernier demande au pape Pie X de rattacher la partie ontarienne du diocèse d'Ottawa au diocèse de Toronto, ou bien de joindre les comtés de Prescott et de Russell au petit diocèse d'Alexandria. Grâce aux interventions près de Rome du cardinal Taschereau de Québec, les Irlandais catholiques n'ont pas gain de cause. Le climat de l'Ontario s'assombrit
quand le gouvernement libéral d'Oliver Mowat se plie aux exigences des orangistes. Même si les rapports des enquêtes de 1889 et 1893 sur l'efficacité des écoles françaises démontrent des progrès marqués, George Ross, ministre de l'Éducation, se voit forcé de passer la loi de 1901. Celle-ci proclame l'anglais seule langue permise dans les écoles publiques de l'Ontario. Le 25 janvier 1905, les conservateurs de James Whitney prennent le pouvoir. Robert Pine est nommé ministre de l'Éducation. Les orangistes, tambour battant, lancent les mots d'ordre de la confrontation. That cancer must be cut out. Ontario wants no bilingual schools. Le gouvernement demande au Dr. Francis Walter Merchant de faire enquête sur les écoles françaises. Aurélien Bélanger, inspecteur d'école, convoque l'exécutif de l'Association bilingue de l'Est de l'Ontario à l'édifice de l'Union Saint-Joseph. On décide sur le champ de tenir un congrès d'éducation les 18, 19 et 20 janvier 1910. Magnifique succès que ce congrès, qui réunit 1200 délégués de partout en Ontario. Messe à la cathédrale d'Ottawa avec Monseigneur Donatius Baretti, délégué apostolique. Séance du congrès au Monument national. Le juge Albert Constantino livre le message d'ouverture. Nous ne voulons pas être menaçants au sujet des institutions de la province. Nous ne voulons pas provoquer le parti politique présentement au pouvoir. Notre but vise l'éducation des francophones de l'Ontario. Le sénateur Bellecour préside la séance du Congrès. Les délégués formulent les demandes essentielles pour sauvegarder l'éducation des francophones en Ontario. Un programme de français de l'élémentaire à la fin du secondaire. L'usage du français comme langue d'instruction et de communication. La création d'une école normale bilingue. Des inspecteurs bilingues pour la surveillance de l'enseignement bilingue. On assure un lendemain aux discussions du Congrès en fondant l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, l'ACFEO. Le père Charles Bois, oblat de Marie-Immaculée, en devient le premier secrétaire. On décide également de fonder un journal, Le Droit, qui verra le jour le 27 mars 1913 dans un garage désaffecté de la rue York. Sa devise sera « L'avenir est à ceux qui luttent ». Le congrès se termine par un grand ralliement au théâtre Russell. Dans le discours de clôture, le sénateur Bellecour s'exprime comme suit. L'Ontario a fait beaucoup pour établir son système d'éducation, mais ce progrès n'a pas été à la mesure des francophones qui ont un héritage culturel différent. Et Wilfrid Laurier d'ajouter, les Canadiens français ne veulent pas dominer qui que ce soit, mais en même temps, ils ne veulent pas être dominés par qui que ce soit. Ils désirent la justice pour tous. L'anglais et le français méritent qu'on les étudie. Quant à Robert Borden, il garde le silence, de peur d'embarrasser le gouvernement conservateur de James Whitney. La confrontation ne se fait pas attendre. Le clergé irlandais désigne Monseigneur Michael Fallon pour s'opposer aux demandes de l'ACFEO auprès du gouvernement. Il le fait avec empressement. Lors d'une rencontre le 23 mai 1910, il entretient avec le secrétaire provincial de l'Ontario, W.J. Hanna, le dialogue qui suit. Sir, l'enseignement bilingue doit être banni des écoles. On vit dans une province anglaise. Mais, Reverend, ne faudrait-il pas initier les enfants à la langue anglaise en passant par l'usage du français? Sir, c'est une opinion erronée. C'est l'argument des agitateurs cléricaux et politiques. Excellence, comment puis-je maîtriser les agitateurs cléricaux? Quant aux agitateurs cléricaux, je vous promets, Sir, d'y voir moi-même. Les agitateurs politiques, c'est votre affaire. De toute façon, Sir, à moins que votre gouvernement agisse, j'ai l'intention de lancer le combat dans l'opinion publique. Thank you, Sir, for having received me. Ce n'est que le 12 août 1910 que la confrontation avec le gouvernement de James Whitney prend la forme d'une fin de non-recevoir aux demandes de l'ACFEO. Non au français. Non à l'école normale bilingue. Non aux inspecteurs bilingues.
Le premier coup de foudre vient de Toronto. Il provient du choc entre les recommandations du Dr. Merchant, qui se veulent bénéfiques à l'éducation des élèves francophones, et le décret répressif du règlement 17. L'ACFEO décide immédiatement de contester le règlement 17. Les sénateurs Napoléon Bellecour et Philippe Landry se rendent jusqu'au Conseil privé de Londres. Samuel Genet, président de la commission scolaire d'Ottawa, décide de ne pas obéir au règlement 17. Le gouvernement conservateur de Whitney rétorque en remplaçant la commission scolaire par une commission de 3 membres surnommée la Petite Commission. Cette petite commission congédie les 2 institutrices, Béatrice et Diane Desloges, pour avoir enseigné en français à l'école Guigues. Samuel Genet soumet le litige au Conseil privé de Londres. Des mères de famille, surnommées les gardiennes des écoles, armées d'épingles à chapeau, s'emparent de l'école Guigues malgré les efforts de la police et invitent les demoiselles Desloges à réintégrer leur classe. Lorsque le gouvernement Whitney exige le serment de la part des enseignants francophones, c'est le débrayage général. Grève des enseignants et des écoliers à Ottawa, à Sirville et à Saint-Albert. Les écoles se vident au grand déplaisir des inspecteurs. À Pointe-aux-Roches et ailleurs dans Kent et Essex, le sénateur Gustave Lacaze tient des assemblées de protestation. Mademoiselle Desloges, ainsi que bien d'autres à travers la province, enseignent dans des endroits de fortune. À Welland, Anne-Marie Lemelin ouvre une école libre. À Moonbeam, Mademoiselle Desgroseilliers enseigne dans une école improvisée. À Pembroke, Alfred Lompré organise la résistance et Moïse Lafrance prête sa maison à Jeanne Lajoie pour organiser des classes de français. À Green Valley, Florence Kennel ouvre une école dans un vieux hangar à grains. Les commissaires d'école Jean Ménard et Médéric Poirier préfèrent la prison à l'amende. Par contre, à Sudbury, on négocie avec l'inspecteur Fine l'application du règlement 17, ce, grâce aux efforts du docteur Raoul Urtubise et Félix Ricard, tous 2 commissaires d'école. Le Québec vient à la rescousse des Canadiens français de l'Ontario. Henri Bourassa fait connaître le sort de ces francophones dans des articles du Devoir qu'il intitule « Les blessés de l'Ontario ». Armand Lavergne encourage le boycottage des produits venant de cette province. L'archevêque de Montréal parraine la campagne du sou de la pensée française qui recueille 12 600 $ pour les écoles de l'Ontario. Le gouvernement du Québec permet aux municipalités et aux commissions scolaires de venir en aide à la cause des écoles françaises de la province voisine. À Ottawa, le gouvernement conservateur de Robert Borden se refuse à nouveau d'embarrasser le gouvernement conservateur ontarien de James Whitney. D'autre part, le bras droit de Wilfrid Laurier, Ernest Lapointe, présente une résolution demandant à la législature de l'Ontario de respecter le droit des parents de faire éduquer leurs enfants français. La résolution est défaite. Voilà qui met fin à l'année 1916, la plus turbulente des années de la résistance au règlement 17. C'est la fin de la guerre. Depuis l'armistice, l'air est à la paix et à la réconciliation. Des écrivains anglais, comme William Henry Moore dans The Clash, expriment leur sympathie pour la cause française en Ontario. Le Victoria College de Toronto fonde la Unity League afin de favoriser le rapprochement avec la minorité francophone. Cette Unity League demande à 2 anciens inspecteurs, James Hughes et Aurélien Bélanger, de leur faire connaître le vrai visage des écoles bilingues. Entre-temps, le pape Benoît XV charge le cardinal Bégin de Montréal et l'archevêque Neil McNeill de Toronto de faire connaître la position du Vatican dans cette affaire. Le gouvernement de l'Ontario a le droit d'exiger que les enfants apprennent l'anglais. Les Canadiens français ont le droit d'exiger que le français soit enseigné. Les évêques se doivent d'obtenir justice pour tous. De Londres, les décisions du Conseil privé sont partagées. Le gouvernement de l'Ontario est dans la légalité quant au règlement 17, mais il outrepasse ses droits en instituant la Petite Commission.
l'ACFEO établit une école de pédagogie indépendante dans l'ancien musée de l'Université d'Ottawa. Le père Lamoureux ainsi que Louis Charbonneau en sont les premiers professeurs. Au Parlement de Toronto, Howard Ferguson, premier ministre et ministre de l'Éducation, se voit obligé d'emboîter le pas et de se plier au vibrant appel du député libéral Aurélien Bélanger, qui reçoit l'appui du député conservateur Charles Wright. Une dernière commission d'enquête, composée du Dr Francis Merchant, président, du juge J.H. Scott et de l'avocat Louis Côté, vient mettre fin aux injustices du règlement 17. La commission soumet son rapport au gouvernement le 21 septembre 1927 et dès le 22 septembre, le Conseil des ministres accepte les 5 principales recommandations des enquêteurs. Première recommandation, la nomination de 2 directeurs de l'enseignement, Amédée Beneteau du côté français et W.J. Carr du côté anglais. Deuxième recommandation, des inspecteurs francophones bilingues pour nos écoles. Troisième recommandation, l'établissement d'une école normale bilingue. Quatrième recommandation, l'ouverture de nouvelles écoles bilingues à travers l'Ontario. Cinquième recommandation, un programme d'études pour nos écoles, la circulaire 46. C'est le dénouement de la crise que la Unity League et l'ACFEO désiraient depuis longtemps. Depuis la révocation du règlement 17, le chemin parcouru dans le domaine de l'éducation, fruit d'efforts acharnés de lutte constante, a de quoi nous réjouir en tant que franco-ontariens. Création de l'Association des enseignants franco-ontariens, l'AIFO, en 1939. Regroupement des conseillers scolaires de langue française en association en 1944. Établissement d'une 2e école normale bilingue à Sudbury. Subvention accordée aux écoles secondaires de langue française. Mise sur pied de comités consultatifs. Création du Conseil supérieur. Fondation du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Le CAFO, CEFO. Et toi? Et toi? Et toi? Notre acquis est considérable. Il n'est pas impérissable. Et il n'est pas complet.